Bonjour à tous et bienvenue au musée de la Grande Guerre pour une petite session consacrée au miel et aux abeilles puisque jeudi c'est la journée mondiale des abeilles et que au sein du musée nous avons installé des ruches et notamment grâce à Monsieur Vidal, apiculteur de Meaux. Donc on va voir avec lui aujourd'hui les spécificités d'une ruche, notamment les types d'individus qu'on peut retrouver dans une ruche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Monsieur Vidal, ce qu'on voit? Peut-être avec un document de ce type, ça sera plus parlant, dans le sens qu'il y a 3 castes. La reine, qui est seule et unique, l'ouvrière, qui représente en gros 98% de la population, et le bourdon, appelé faux bourdon, parce que c'est pas le bourdon qu'on peut rencontrer habituellement, qui est assez connu, et qui est là uniquement pour la fécondation des reines. Les nouvelles reines sortent en vol nuptial et donc se font féconder par les faux bourdons, et ensuite le restant de leur vie, elles sont là pour la reproduction de la colonie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une reine d'abeille, donc ici on en a une, elle pond quasiment 2000 œufs par jour. C'est pas une poule, hein. Donc le fermier, à la limite, c'est moi, donc il est content quand la reine elle pond bien ses 2000 œufs par jour. Alors vous nous dites qu'on la voit ici, du coup, où est-ce qu'elle se trouve, cette fameuse reine? Faut dire qu'aujourd'hui c'est assez perturbé comme temps. Et en plus, c'est en train de condenser. Dans une ruche, il fait à peu près 35 degrés. Et ici, franchement, on n'a pas 35 degrés dehors, en plein courant d'air. Oui. Alors, à tel point que je pense qu'elle doit être en dessous ce paquet d'abeilles. C'est-à-dire que l'instinct de survie fait que elle se rapproche au maximum de la reine que j'aperçois. Et elles se mettent dessus comme si c'était un essaim, et je pense que ça doit être pour leur tenir chaud, parce que à chaque fois quand je fais une démonstration, j'ai pas ce comportement constaté aujourd'hui. Donc comme c'est le temps qui diffère, je pense que c'est ça le problème. Donc on a cette reine qui est entourée de ses ouvrières. Alors vous me disiez tout à l'heure que dans les ouvrières, on a différents types de travaux, oui, que les abeilles font différentes choses. Alors, une fois que là vous avez du couvain operculé, c'est-à-dire que d'ici quelques jours, ou peut-être en direct, on va voir assister à la naissance de l'abeille, et donc en fonction de la date de sa naissance et le moment où elle va sortir de la ruche, elle va avoir différents rôles au sein de la ruche, et on le voit bien ici. Pendant les 2 premiers jours, elle nettoie les cellules et chauffe le couvain. Le 3, 4, 5e jour, elle nourrit les larves les plus âgées. Ensuite arrive la période où elle nourrit les larves les plus jeunes. On le voit, c'est des petites larves au fond des cellules. Du 12e jour au 17e jour, elle produit la cire pour bâtir les rayons. Elle transporte la nourriture à l'intérieur de la ruche, c'est-à-dire que les butineuses apportent le miel ou le pollen ou ainsi de suite dans la ruche, et ce sont ces jeunes abeilles qui vont se charger du stockage à différents endroits. Et au fur et à mesure, elles se rapprochent de l'extérieur avant de devenir butineuses. Donc elles vont être du 18e au 21e journée, elles vont garder le trou de vol. Ça va être les gardiennes à la porte d'entrée. C'est celles qui font le contrôle d'accès. D'accord. Voilà. Très bien. Et du coup, elles butinent plutôt en fin de vie. Tout à fait. Alors du 22e jusqu'au 35 à 45 jours, c'est-à-dire qu'en gros une abeille, entre le moment où elle est née et le moment où elle va mourir, c'est 5-6 semaines. Donc ça, c'est pour les abeilles pendant la saison, parce que les abeilles d'hiver, elles vont durer 6 mois pour tenir chaud, mais elles vont pas butiner, elles se tiennent uniquement chaud. Et elles vont avoir une consistance qui est différente de celle avec des amas graisseux, ainsi de suite, qui participent au fait qu'elles vont durer plus longtemps. D'où l'importance d'avoir des abeilles d'hiver
et les préparer à l'hivernage. Mais ça, c'est une autre histoire de l'apiculteur, ça. Et alors, Monsieur Vidal, pour nous présenter les abeilles aujourd'hui, vous avez dû donc les mettre dans cette ruchette, c'est ça, cette ruchette en verre. Tout à fait. Et il a fallu trouver une reine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe Alors, la difficulté de présentation dans une ruchette, déjà, c'est qu'effectivement, il faut les introduire. Mais d'un autre côté, l'avantage, c'est que on est en toute sécurité. On peut regarder comme si on était à l'intérieur de la ruche sans se faire piquer. Parce que franchement, un temps comme aujourd'hui, vous allez au rucher qui est juste à côté, c'est peut-être pas le moment d'aller mettre son nez dans les ruches là. Donc, le but pour que les gens comprennent bien, on a vu tout à l'heure assez facilement les ouvrières, on a vu quelques mâles qui se promenaient, les faux bourdons. Le gros avantage, c'est qu'ils ne piquent pas, mais par contre, ils ne travaillent pas, ils sont là uniquement pour la fécondation. Et on les reconnaît parce qu'ils sont un peu plus gros. Voilà, tout à fait. Oui. Alors, est-ce qu'on peut en voir un quand même qui ne serait pas trop caché? Puis l'ennui avec la condensation, parce qu'elles essayent de maintenir la température à 35 degrés, là. Et là, on n'a pas 35 degrés. Hein. Donc, ça condense sur le carreau. Alors, est-ce qu'on voit un gros patapouf de faux bourdons? On n'en voit pas trop. Diane, vous voyez quelque chose? Eh bien non, je ne vois pas, mais peut-être qu'on en verra un tout à l'heure. Oui. On en prendra un en photo, sinon comme ça on pourra le montrer aux gens qui nous regardent. Voilà. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est à double étage, c'est-à-dire qu'entre les deux, le cadre de corps, qui est la dimension normale d'une ruche type d'Adam, on rajoute des hausses où là on va avoir du miel, et ce qu'on souhaite, c'est avoir le miel le plus pur possible. Donc on évite que la reine vienne faire son élevage à l'étage, et pour cela on met une grille à reine. Comme la reine est plus grosse, elle n'arrive pas à passer entre les différents obstacles de la grille à reine, ne peuvent passer que les ouvrières. Donc, qui viennent stocker, tout ça c'est le miel qu'elles viennent de récolter, là on le voit, il y a même un peu de pollen qu'elles ont mis, bon ça c'est encore autre chose. Et donc l'apiculteur ensuite va récolter son miel, différentes techniques pour récolter le miel, déjà pour leur prendre, si on est sûr que la reine est en dessous, on peut le faire en limitant sensiblement le rôle de l'enfumoir, parce que la fumée va donner du goût au miel, donc on peut souffler. J'ai un souffleur électrique à batterie qui ne donne pas du tout d'odeur, et les abeilles vont être chassées de leurs provisions, et je suis sûr que la reine n'est pas dans l'envol, et donc comme ça il n'y a pas de risque pour la colonie. D'accord. Et donc ce qui va être constitué ici, c'est du miel qu'on va retrouver. Ce que vous appeliez les rayons tout à l'heure, c'est en fait ces petits, les ouvrières bâtissent les rayons du 12 au 17e jour, et donc c'est une forme très très étudiée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de place, et donc systématiquement dans les rayons, dans chacune des alvéoles, elles vont stocker ou le miel ou du pollen, ou même faire l'élevage pour la reine. D'accord. Et la cire, dans le temps, bon, c'est un peu, on obtient ensuite, ça c'est le travail d'hiver, on fait fondre, on réforme tous les vieux rayons de cire, les opercules, ainsi de suite, et on obtient donc des blocs de cire. D'accord. Alors Monsieur Vidal, vous alliez nous expliquer comment est-ce que vous faisiez pour mettre toutes ces abeilles dans cette ruchette. Je comprends bien la question. Déjà, il faut avoir une ruche avec des abeilles dedans, parce que sinon on est mal. Donc, alors, je suis de la vieille école, donc dans chaque ruche, moi j'ai 12 cadres en modèle d'Adam. Et donc, par exemple, ici, vous avez une ruchette qui est vide,
qui sert à attraper les essaims, les petites colonies, ainsi de suite, de faire des pièges. Sur votre rucher, j'ai mis 2 pièges pour éviter que les essaims vagabonds traînent de trop et viennent s'installer. Par exemple, dans mon rucher de Congy, j'en ai déjà un qui est... La ruchette, elle s'est remplie toute seule. D'accord. J'ai pas eu besoin de courir derrière. Donc, le principe, on ouvre la ruche. Bon, ça, c'est pour les nourrir, ainsi de suite. Et à l'intérieur d'une ruche, il y a différents cadres. Un cadre, qu'est-ce que c'est? C'est tout vide. L'ossature, c'est un bout de bois qui fait un cadre avec des fils pour rigidifier l'ensemble, parce que quand il fait très chaud, la cire va fondre. Donc, comme le béton armé, on met de la ferraille, ben nous, on met un petit fil en inox pour solidifier le tout. Ensuite, on colle dessus une feuille de cire gaufrée qui a déjà la forme de chacune des alvéoles, donc ça leur fait beaucoup moins de travail. Et ensuite, les abeilles commencent à construire chacune des alvéoles, donc c'est celles qui font la cire. Et des fois, ça va très vite. En une journée, ça peut être bâti le cadre. Donc, une fois que le tout est construit, la reine va se mettre à pondre. C'est 2000 œufs par jour. Donc, vous prenez un cadre déjà bien bâti avec du couvain de tout âge. Vous prenez l'ensemble avec ces abeilles et vous le mettez à l'intérieur de la ruchette d'exposition. Et comme ça, vous avez déjà la partie basse qui est occupée. Ensuite, même punition dans le sens que vous prenez un cadre avec du miel en cours de récolte, que vous mettez aussi à l'étage avec ces abeilles, et vous avez la ruchette d'exposition qui est remplie. D'accord. Et vous nous disiez donc tout à l'heure que la reine ne faisait pas partie à l'origine de la colonie. Alors, parce que la difficulté de trouver une reine, c'est un insecte parmi une colonie de 50 000. Donc franchement, en plus elle est assez timide, elle se cache. Donc pour la trouver, des fois j'y passe 2 heures avant de lui mettre le petit poing sur le dos pour éviter que les spectateurs mettent trop de temps à la retrouver. Donc hier, quand j'ai pris mon cadre de couvain, mon cadre de hausse avec son miel, dans cette colonie, impossible d'avoir trouvé la reine. Et puis il me fallait une reine. Donc j'ai dit, on laisse tranquille ça, j'ai les bestioles, j'ai tout ce qu'il faut, sauf qu'il me manque la reine. Donc la reine, j'ai été la prélever dans une autre colonie, mais chaque colonie a sa reine, avec ses odeurs spécifiques, ainsi de suite. Donc le but, pour éviter que les abeilles tuent la reine que je vais mettre à l'intérieur, il y a des différentes techniques. Et celle que j'ai utilisée, c'est que la reine, je l'ai trempée dans du miel liquide, tellement englué qu'elle n'avait plus d'odeur. Ses phéromones ne fonctionnaient plus. Donc je l'ai introduit englué de miel, et ce sont les abeilles à l'intérieur qui n'avaient plus de reine qui ont commencé à la nettoyer et se sont dit, bah tiens, c'est une reine finalement. Et au fur et à mesure, en la nettoyant, bah, c'est devenu la reine de cette petite colonie. Voilà comment qu'on fait l'histoire. Alors Monsieur Vidal, quand vous faites tout ça, j'imagine que vous devez avoir une tenue particulière. Alors la tenue de l'apiculteur va différer en fonction de tout un tas de paramètres, dont par exemple la météo. Aujourd'hui, ça serait pas terrible pour aller ouvrir des ruches. On dit toujours il faut au moins 15 degrés et puis pas trop de vent, mais bon. Cette année est assez spectaculaire. On a une continuité de sale temps qui fait que des fois on oublie vraiment que c'est sale temps et puis on va quand même bosser aux ruches. Et d'ailleurs on le voit ici, dans une ruche il y a 35 degrés et quand vous ouvrez la colonie, toute la chaleur va s'évaporer et elles ensuite elles doivent remettre en température ambiante l'ensemble de la colonie. Donc il ne faut pas s'amuser à ouvrir tous les jours parce que sinon elles n'y arrivent plus, quoi. Donc on met un habit en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, quand vous ramassez un essaim qui vient de sortir de votre ruche ou quoi,
franchement, vous savez que par principe, elles vont se gaver de miel parce qu'elles ne savent pas où elles vont aller. Donc, elles se gavent tellement qu'elles n'arrivent même plus à piquer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a qui vous font des belles photos avec une barbe d'abeille ou... c'est parce qu'ils savent que ça ne va pas piquer. Parce que des vraies abeilles en temps normal, quand vous approchez trop de leur nid, eh ben, ça pique. Hein. Donc, c'est... Alors, sinon, ça c'est un peu le métier, c'est dans le sens qu'on se fait piquer assez régulièrement. Donc, c'est pas une activité qui est plus dédiée à des gens qui sont allergiques ou quoi que ce soit. Donc, même quand je mets des gants en cuir, si elles veulent me piquer, je sens la piqûre à travers. Et alors, dans quel cadre est-ce que vous mettez de la tenue? Alors, toute la tenue. Toute la tenue. Ce qui est intéressant, c'est que l'abeille ne va pas piquer systématiquement. Elle va courir tout partout sur vous. Et par contre, si elle trouve un trou, une manche où vous y êtes comme ça rentre dans la manche, elle est coincée dans les cheveux. Elles n'aiment pas les cheveux. Et hop, quand elles sont coincées, elles piquent. Donc le principe, c'est que vous pouvez avoir plein d'abeilles sur vous si vous êtes bien calfeutré, dans le sens qu'il n'y a pas d'ouverture, et ben elles vont pas vous piquer. D'accord. Donc mais enfin, on sent en tant qu'apiculteur, on sait quand est-ce que ça va piquer ou pas piquer, quoi. D'accord. Donc on évite. Et c'est la sanction. Si vous vous faites piquer, c'est que vous avez fait une bêtise. Donc on évite de se faire trop piquer non plus. Et alors vous avez ramené un casque. Alors c'est pas un casque de la Première Guerre mondiale, mais c'est un casque d'apiculteur. Alors un chapeau d'apiculteur. ça peut être, c'est surtout les anciens qui mettaient ça. Et ici on met un voile qui vient se poser. Le voile permet de se protéger la figure parce que sur la figure on n'a quasiment pas de chair et quand vous vous faites piquer, franchement ça va enfler sur les lèvres ou quoi, c'est assez problématique. Donc même ceux qui travaillent sans gants, ainsi de suite, ils ont souvent quelque chose pour se protéger le visage et ça permet de tenir le voile qui pendouille tout autour et qui protège la figure. Alors, je vous rappelle qu'on se retrouve ici, notamment parce que le musée a mis en place 6 ruches, donc des ruches d'abeilles domestiques, afin de favoriser la biodiversité dans une démarche de développement durable. On s'est mis à fond dans le tri, à fond dans le recyclage et on essaye de faire en sorte que le parc du musée soit un petit havre de biodiversité. Alors, juste évidemment avec la garantie sécurité, puisqu'on est en train de mettre en place des clôtures pour protéger cet espace et puis pour laisser les abeilles soient un petit peu tranquilles. Donc, alors, je pense que pour compléter votre offre, ça serait judicieux d'installer donc un hôtel à insectes. Principalement, c'est les insectes qui vont nicher. Ça fait partie des... Il y a plus de 800 espèces en France d'abeilles dites solitaires ou qui n'ont rien à voir avec l'abeille domestique. Donc, on retrouve différents types d'insectes pollinisateurs. Donc l'intérêt de la pollinisation vis-à-vis de la biodiversité, c'est 80% est assuré par les pollinisateurs, à savoir les fruits, l'herbe qui va être broutée par les vaches, ainsi de suite. Tout ça, s'il n'y a plus de pollinisateurs, on a une espérance de vie en tant qu'humain qui va être franchement réduite. Alors tout ça pour dire que si on peut compléter l'installation par un petit hôtel à insectes, ça permettra peut-être... je sais que la ville de Meaux travaille en partenariat avec l'équipe du Grand Voyeux de Congy et ils pourront peut-être nous donner toute précision quant à l'emplacement judicieux pour installer cet hôtel à insectes, le type de bestiole qu'on va voir qui va venir nicher. Ça serait intéressant de faire un petit Rex
aussi là-dessus. Eh ben, on verra avec eux parce qu'on a effectivement la chance d'avoir le CFA Docker qui va nous offrir eh bien, un hôtel à insectes réalisé par les apprentis. Alors, j'ai devant moi plusieurs produits. On a du miel liquide qui vient de Meaux, notamment, vous m'avez dit tout à l'heure, parce que vous aviez déjà j'ai un rucher au parc du Pâtis du 25 ruches. Là, quand on dit liquide, ça va être... Alors, en France, le gros problème, c'est que 80% des consommateurs de miel ne veulent que du miel liquide. Mais un miel, naturellement, aura tendance à cristalliser, à durcir au cours des époques. Donc, tout va dépendre du nectar qu'elles auront récolté sur les différentes fleurs. S'il y a dominante de glucose, il va durcir très rapidement. Si c'est le fructose, comme l'acacia par exemple, qu'on va avoir d'ici quelques semaines, il va rester très longtemps liquide. Donc tout dépend ce que la nature va nous donner et qui va cristalliser plus ou moins vite. D'accord, et vous avez la couleur, tiens, ça c'est assez intéressant. Vous avez le printemps des villes, puisque celui-là il est à Meaux du parc du Pâtis, et le printemps des champs qui est à dominante des colzas qui sont en fleurs actuellement, et ça nous fait un miel franchement très blanc. Donc pour dire que tout en restant local, j'arrive, mais en faisant autant d'extractions que le bon Dieu nous envoie de types de fleurs, j'arrive à avoir une dizaine de miels différents, aussi bien en goût, en liquide, dur, crémeux, fort, pas fort, donc il y en a pour tous les goûts. C'est pour ça que je fais goûter. Et alors, on a une autre variante aussi que vous nous avez montré tout à l'heure. C'est un miel en... Comment vous l'avez dit ? En rayon. En rayon. Alors, ce qu'il faut savoir, alors j'ai pas sorti dans le temps, et même des pays encore, par exemple Maghreb, ainsi de suite, au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas encore la force centrifuge pour extraire le miel des rayons. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils découpent le rayon rempli de miel et ils vont soit le presser, donc on obtient le miel en étant pressé, ou alors carrément manger le miel qui est en rayon comme un chewing-gum. Alors, certains mâchouillent ça comme un chewing-gum et crachent le morceau, et puis il y en a d'autres qui me disent non, il faut même avaler la cire, c'est un produit naturel, c'est très bon pour les intestins, qu'ils me disent. Ah bon ? Ah oui, donc d'accord. Chacun a sa technique là. Bon écoutez, on espère en tout cas, nous, au musée de la Grande Guerre, pouvoir vendre du miel qui sera produit localement en direct du musée. On va essayer de faire quelque chose de sympathique. Et puis, ça sera du miel tel qu'il est dans les ruches. Il n'y a pas de transformation, il n'y a rien de spécial. C'est du direct producteur au consommateur. Là. Et alors, on peut imaginer, espérer qu'on aura du coup un miel de printemps. Ah peut-être, mais bon, avec 6 ruches, c'est un peu... Et puis surtout, les conditions, autant l'année dernière, ça a bien fonctionné, il faisait très beau. On a eu les aubépines qui ont venu apporter leur petite touche florale au miel de printemps, que cette année, franchement, c'est catastrophique, quoi. On n'a vraiment pas un temps qui s'y prête, mais bon... On espère. On espère. On espère. Bon, on aura peut-être du miel d'été, alors, dans ce cas-là. J'espère bien aussi. Alors, les acacias, on ne peut pas dire que... Parce qu'il y en a beaucoup dans certains coins, pays de l'Ourcq, il y a de belles récoltes, mais ici... On n'a pas trop d'acacia, donc ça sera des miels d'été plutôt. Toute fleur d'été, quoi. Eh bien, écoutez, Monsieur Vidal, on espère du coup que ce sera positif et qu'on pourra proposer aux visiteurs du musée le miel du musée de la Grande Guerre. Je vous remercie pour ce moment avec nous. Et puis, j'espère que ça a plu à nos visiteurs et à nos spectateurs aujourd'hui. Voilà. Et puis, les artistes vont retourner dans leur maison. Exactement. Retour à la ruche. Allez, au revoir. Bonsoir.